particulièrement en France parce que, enfin, on peut comparer les pays, mais si on regarde la France, si je te dis 1 sur 5, tu vois le titre du livre, tu vois le titre des reportages. Là, on parle de Carl Zero. Carl Zero, ah oui, on suit beaucoup Carl Zero, ah oui, bien sûr, depuis des années même. Carl Zero, je suis encore tombé sur le reportage il n'y a même pas une semaine. Ah oui, c'est que tu m'as envoyé. Ouais, c'est que je t'ai envoyé, ouais, et c'est affolant. Mais ce qui se passe en France, sauf qu'en France, c'est très 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 tabou. Il y a une omerta dessus, et là c'est notre sphère, entre parenthèses. C'est pas comparable parce que c'est. Enfin, c'est pas que c'est pas comparable, c'est que là on est sur un terrain glissant. Là on parle de pédocriminalité. Ouais, pédocriminalité, criminalité, c'est quelque chose où là, lui, il se bat depuis des années, et la preuve, il n'y a rien. Il y a rien, et ça fait partie des mœurs françaises, j'ai envie de dire. Oui, parce que quand on faisait des recherches avec Sarah, justement, sur des références pour l'association, enfin, tu vois, des références d'études ou autres, je suis tombée à un moment sur la Suède. Et ben, dis-toi que depuis 2015, ils ont mis en place des choses sur la prévention, justement pour la prostitution des mineurs, la prévention, l'accompagnement, la reconstruction, etc. Et quand tu vois leurs chiffres de 2015 et leurs chiffres d'aujourd'hui, eh ben, tu peux te dire qu'en fait, ils ont tout compris. Parce que le chiffre, il est à la baisse. Ce qui était sujet de société en 2015 devient un cas isolé aujourd'hui en 2023. En général, et en fin de compte, comment ça se fait que nous, en France, on n'y arrive pas? Si en 2015 ça existait en Suède, c'est que ça existait aussi chez nous. Moi, c'est une question de volonté. Là, tu parles de Suède. C'est un sujet qui dérange. Oui, parce que sur toutes les études que j'ai regardées, en fait, c'est vraiment... j'ai été épatée, en fait, de voir ce qu'ils ont réussi à mettre en place, de la façon qu'ils l'ont mobilisé. Après, bon, c'est vrai que là-bas, au gouvernement, c'est 50-50, l'homme et la femme, il y a vraiment l'égalité. Voilà, c'est... Mais ils ont mis en place plein de choses qui sont bénéfiques. Il n'y a pas que ça, Jenny, c'est que je pense aussi qu'il y a un enjeu aussi politique, économique. À mon avis, en Suède, il y a dû avoir quelque chose qui a fait que... parce que ce programme, je n'étais pas au courant, ils le mettent en place dans le programme scolaire. Ils avaient mis alors de la prévention, de la sensibilisation, ils ont proposé des accompagnements, c'est un sujet qui a été beaucoup porté, beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de formations au niveau de tout ce qui est pluridisciplinaire, au niveau des éducs, au niveau des assistantes sociales, au niveau des gens du gouvernement, des médecins scolaires, infirmiers, enfin voilà, ils ont tous vraiment eu... mais ça a pris du temps, mais c'était en 2015, on est en 2023, tu vois que ça a beaucoup avancé, et donc nous, on en est quand même conscient depuis au moins 2020 par rapport aux chiffres qui sortent, même si l'étude sortie... Oui, mais cette étude en 2020, quand elle est sortie, ils ont bien dit que ça faisait sur les 2 ans d'études. Donc en fait, si tu comprends ce qu'ils disent, ça veut dire qu'ils ont commencé l'étude en 2018. Pour la commencer en 2018, c'est qu'il y avait quand même un nombre de cas cohérent, parce que sinon, tu fais pas une étude avec 3 cas. Donc ça veut dire qu'il y en avait déjà, sauf que c'était tellement souterrain ce sujet, on n'en parle tellement pas, que c'est comme si on croit qu'il est arrivé aujourd'hui sur la table, mais il n'est pas arrivé aujourd'hui sur la table. Mais c'est le but de ce qu'on fait là, de ce que vous faites là, en fait plus on va en parler, bien sûr, voilà, et on va matraquer, et plus ça va prendre de l'ampleur, et par n'importe quel biais, par les podcasts, par l'art, on travaille notamment sur un court-métrage, on travaille sur pas mal de choses, une autobiographie de Jenny, mais il faut en parler en fait. Il n'y a pas d'autre solution, c'est comme une chaîne continue d'infos, il faut en parler, et après... Ça s'arrête pas, la communication ça s'arrête pas. Ouais, exactement. D'habitude on fait du sport, là on mais fait... ça va ensemble, voilà, c'est ça. Moi je crois qu'il y a un lien. Oui, parce qu'elle croit, moi aussi. Moi j'y crois. Moi ça a été ma thérapie en tout cas, même de ma place à moi de parent de victime, ça a été quelque chose d'important. Mais on va en parler, on a suffisamment de temps. Là, on expliquait qu'il y avait peut-être plusieurs combats parallèles. Alors, j'ai peur qu'on passe d'un sujet, qu'on revienne à un autre, etc. Mais c'est pas grave, après, on verra comment on fait pour la vidéo. Je vois plusieurs combats parallèles, c'est-à-dire, la semaine dernière, sur TF1, tu as eu le colosse au pied d'argile. Ouais. Donc, tu as dû regarder. Non, j'ai pas pu regarder. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça à la télé. Mais je suis beaucoup ce qu'il a fait. J'ai pas regardé le film, mais je suis beaucoup ce qu'il a fait. En fait. Qui Sébastien Bouey, je crois que ça se prononce comme ça, ancien rugbyman. C'est l'ancien rugbyman qui a fait l'association pour le viol au sport. Un ami de la famille, il l'amène à l'entraînement, il le ramène et il y a des abus.
Et c'est lui qui a réalisé le film, du coup? C'est Eric Cantona, l'acteur. L'acteur, oui, Eric Cantona, l'acteur, mais qui a réalisé le film, c'est qui? Je sais pas, j'ai pas regardé. Après, moi j'ai Stéphanie suivi... Murat. Stéphanie Murat, elle est sur Instagram. C'est une histoire vraie? Oui, mais sur TF1, donc Super Lycée, je pense. Ouais, je pense que ça a vachement filtré. Comme c'est... Voilà. Mais ils en parlent quand même. Mais ils en parlent. C'est le but, c'est qu'ils en parlent. Voilà. Alors il y a... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a une autobiographie. Voilà, ça oui, tu vois. Si tu veux, on en parlera dès que j'ai... Le livre, oui, tu vois, mais après, le film... Mais il est choquant. Je le regarderai par curiosité, mais après, moi je regarde pas la télé, j'ai pas la télé. Donc, Vous avez pas peur que mal en parler, ça fasse de la mauvaise pub et ça soit contre-productif? Parce que tu dis il faut en parler, mais parfois... Après, moi je parle du principe du moment qu'on en parle. Ouais, voilà, c'est toujours pareil. Du moment qu'on en parle, c'est que ça reste dans ta tête, bien ou en mal, ça reste dans ta tête et tu sais que ça existe. Mais après, oui, non, c'est pas grave que ce soit relayé d'une certaine façon. Ah bah oui. Ouais, du moment qu'on en parle. Entre les plateaux qu'on a fait, des fois ça a été sacrément mal relayé, sacrément mal retweeté. Moi j'ai revu des. Ça fait mal, tu vois, parce que tu te dis. Mais en fin de compte, pour que ce soit relayé comme ça, c'est que ceux qui le relaient, pour l'instant, ils sont pas confrontés. Mais à un moment donné, si ça leur arrive, ce que je souhaite à personne, ils repenseront à ce moment-là à ce qu'ils ont dit et la vision qu'ils en avaient. Et c'est là qu'ils comprendront. Parce qu'en fin de compte, c'est ça. C'est mal relayé sur les gens qui se sentent complètement protégés et isolés de ça. Mais tu vois, moi, c'est ça qui me fait peur quand on discute là. C'est que les gens ils se sentent pas concernés par le sujet et qui voient ça de loin et qui se disent ouais, c'est un problème de banlieue, c'est un problème de famille à problème, etc. C'est ça. Et je pense que c'est important qu'ils se rendent compte, quoi. Ça va toucher exactement. Faut toucher tout le monde avec ça, que ça soit la sphère juridique, la sphère familiale, les personnes qui gèrent ce genre de réseau et aussi les victimes. Une gamine qui tombe sur des émissions qui parlent de ça, ça peut lui rester en tête. Si ça en sauve une, ben c'est déjà ça. Enfin, c'est horrible à dire, mais... Mais moi je pense que vraiment là où on aura gagné, c'est quand ils vont en parler dans l'éducation nationale, que ça sera carrément des programmes comme quand on était jeunes, je sais pas comment vous avez connu, ton corps c'est ton corps, ce n'est pas... Voilà. Mais pareil, mais sur la prostitution et dès le départ... primaire, au collège je pense. Ça viendra parce que regarde, quand il y a eu cette super asso qui a créé Civis là, sur les incestes, c'est un ancien juge, le juge Durand là, qui a créé cette asso et tout. Ils ont fait un truc super puisque maintenant tu as des boîtes dans les écoles où c'est que tu peux mettre anonymement, il y a même les boîtes papillons, il y a eu plusieurs choses de fait. Eux, il y a eu les faces caméra où les gens venaient parler d'inceste. Et la parole se libère en plus. Voilà, même les personnalités, même maintenant, ils commencent à... Petit à petit, ça a apporté quelque chose. Et puis il y a eu même un bouquin qui est sorti, mais là, je crois que c'était en maternelle ou en primaire, mais vraiment, c'est Le Loup. Et en fait, par le biais de ce truc très ludique, on montre à un enfant que celui qui impose l'inceste, c'est le loup. En fait, il est représenté par le loup. Et là, sur la prostitution, avec Sarah, on en parlait, elle avait fait un teaser, je crois, sur le consentement par le biais du thé, consenti, en gros. Et c'est pareil, on a abordé... Oui, je crois que je l'ai vu. Voilà, la personne qui vient chez toi, tu lui proposes un thé, peut-être elle en veut pas, tu la forces pas à boire un café, c'est ça. Puis tu lui prépares un thé, puis au final elle veut un café, tu lui fais un café. Je trouve que c'est super ludique ce truc, parce que quand tu te confrontes à la prostitution des mineurs, le mot consentement il revient beaucoup, puisqu'elles sont la prostituée de quelqu'un qui lui aussi utilise leur corps pour ses fins personnelles, mais à un moment donné, si elle fait 20 clients par jour, pourquoi pas lui? Mais en fin de compte, peut-être qu'après 20 clients, elle veut pas, mais sa façon de pas poser le nom, enfin tu vois. Et donc du coup, ça met aussi le consentement en jeu. Et je trouve que ce truc, c'est super. Ça m'avait bien parlé aussi. Petits trucs ludiques en fait, qui peuvent, s'ils sont intégrés assez jeunes, et ça peut envoyer une information importante au cerveau, justement. Ça fait réagir, c'est le but. Ben oui. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a plusieurs combats parallèles. Donc avant de parler des autres et de l'environnement et de tout ça, est-ce que tu peux, on va dire, nous expliquer la spécialité de nos ados oubliés et qui c'est que tu aides, comment tu les aides, les familles, les filles, les intentions premières de l'asso, c'est l'accompagnement, la prévention, la sensibilisation de la problématique. On peut les accompagner sur un aspect en premier juridique, je dirais, pour les familles de victimes en tout cas, puisque la victime étant mineure, la famille est très présente dans la problématique. Pour tout ce qui est l'accompagnement de la mineure en particulier,
On a essayé de proposer pour l'instant des partenariats avec d'autres structures déjà existantes pour un accompagnement un peu pluridisciplinaire. Ça peut aller de l'accompagnement psy à l'accompagnement éducatif et ou sportif. Après, moi j'avais été pas mal en contact avec d'autres institutions sur Toulouse. Du coup, partir sur de la prévention par le biais des structures existantes, classes de dernière chance, mission locale, accueil jeunesse, voilà un petit peu tout ça. Donc là c'est plutôt prévenir du risque entre guillemets, puisque beaucoup de ces jeunes filles commencent par s'exposer sur les réseaux ou corporellement dans des tenues ou des comportements très succincts. Donc voilà, les prévenir, essayer de structurer à ce niveau-là. Après, sur la prévention à l'établissement scolaire, malheureusement, on n'a pas eu de réponse positive pour l'instant, donc on n'y est pas encore. Les collèges, les lycées? Ouais. Donc ça, on n'y est pas encore. Après, ces victimes, on leur propose plusieurs portes. Déjà de l'écoute. On les écoute, on ne les juge pas. On leur laisse nous donner ce qu'elles veulent bien nous donner à ce moment-là. Il n'y a pas longtemps, j'étais aussi au niveau du commissariat où on a eu normalement des accords de communication pour pouvoir justement être sollicités quand il y a ces jeunes filles qui sont dans leurs locaux après un retour de fugue ou autre, puisqu'à ce moment-là, avant d'être rendues à la famille ou à l'ASE, elles sont dans un point de chute, quoi, et qu'il y a peut-être possibilité en tant qu'association, on n'est pas représentant de loi, on n'est pas éducateur, on n'est pas les parents, peut-être un moyen d'échange, créer un premier petit fil conducteur. C'est-à-dire que les commissariats vous appellent, vous dire voilà, il y a un profil de gamine ou de gamin. Okay. Oui, au moins ça permet déjà d'avoir un échange avec elles. Elles vont pas téléphoner, elles vont pas prendre le téléphone pour nous appeler. Mais on a créé des comptes un peu sur tous les réseaux sociaux, que ça aille de Insta jusqu'à TikTok. Donc ça permet quand même une plateforme d'échange avec ces victimes. Et puis, plus tant que ça. Et là, il n'y a pas longtemps, on a été contacté par une structure à laquelle on va sûrement donner suite de toute façon. C'est juste qu'on essaye de voir sous quelles conditions. Sur les séjours de rupture. C'est une structure qui fait des séjours de rupture de très longue durée sur des pays étrangers, avec un accompagnement, une prise en charge au début en France, cet éloignement de plusieurs mois et ce retour en France avec un projet. Et de là, c'est pareil, il y a des structures qui existent comme les logements thérapeutiques en addicto, les insertions pour les femmes victimes de violences ou les violences intrafamiliales. Donc il y a déjà plein de structures en France qui existent. On ne va pas partir sur la prétention de créer un lieu révolutionnaire, mais en fonction du cas de figure de la victime et de sa temporalité à elle, ce qu'on peut lui proposer, où ça peut l'amener, et vers quelle structure on peut après derrière l'orienter pour qu'elle aille sur une construction et une insertion différente. Des structures pour discuter avec elle, pour pouvoir la loger, pour pouvoir... tout dépend, si c'est une mineure de 14 ans, tu ne pourras pas lui proposer un hébergement, elle est mineure. C'est surtout la sortir de son cadre. Voilà, donc, mais par contre, il peut y avoir la possibilité, au lieu qu'elle soit placée à l'ASE dans son département, être placée avec un éloignement. Les parents, quand ça, en règle générale, ils sont souvent sur du HLM. Dans ces cas de figure-là, je parle des jeunes filles qui vont finir placées, ils peuvent aussi peut-être demander un relogement, ou même s'ils sont sur un logement où ils sont propriétaires, etc. Des fois, la famille est prête à partir, hein, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas prête à partir pour se reconstruire avec son enfant, mais il faut le faciliter, tout ça, leur proposer, les aider, leur montrer. Quand tu es ancré dans ton département ou dans ton habitation depuis 10 ou 20 ans, que tu as tout ton cercle autour de toi et que tu te sens... comment tu veux te projeter si on ne vient pas t'y aider? Rien n'est facilité quand c'est des parents qui travaillent, une délocalisation du travail, un déménagement, enfin ça s'organise pas, voilà. Et si la victime elle n'est pas encore dans sa temporalité où elle va entendre qu'elle est victime et souhaiter se construire ou souhaiter aller de l'avant, ça sert à rien. Donc en premier, c'est les rattacher par ces petites actions où on peut créer un petit fil conducteur, un petit lien de confiance, qui derrière on peut les amener sur la thérapie par le sport ou la thérapie normale, et puis petit à petit la rupture avec peut-être un court séjour de rupture ou un long séjour de rupture, et aller voir derrière sur quoi elles veulent aller. Après, quand c'est des jeunes filles qui ont 17 ans, la prise en charge par l'addicto par exemple sur des logements thérapeutiques, c'est possible. Addictologue ça dit l'addicto? Ouais, l'addicto ça peut être l'addiction. Ah pardon, ok. Et ça peut être sur des logements thérapeutiques, donc là c'est pareil, il y a des accompagnements complètement pluridisciplinaires. Tout ce qui est la violence intrafamiliale ou violence faite aux femmes, c'est pareil, ils ont vraiment des structures et de l'insertion, parce que ces jeunes filles qui ont vécu la prostitution pendant
cette partie de leur enfance ou de leur adolescence, elles ont une rupture scolaire, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas de projet professionnel. C'est bien beau de les sortir de là, mais tu leur proposes quoi? Enfin voilà. Et puis elles ont aussi un rapport au corps différent du nôtre. Par exemple, puisque tu fais du sport de combat, en tant que femme, tu as un rapport au corps quand tu es au contact de l'homme qui est pas malsain, alors que ces jeunes filles-là, pour elles, le rapport au corps, c'est la sexualité. Et ces jeunes garçons qui deviennent donc ces proxénètes et qui ont cette mentalité un peu particulière, à qui je pense que la prévention ferait pas de mal aussi, pour eux, si la fille vient se coller à toi, c'est qu'elle te veut, c'est qu'elle a une envie sexuelle, alors que c'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, cette mixité, je pense, et le rapport au corps sans la sexualité par le sport, c'est aussi quelque chose d'important et qui apporte un bénéfice. Moi, ce que... Vas-y. Non, je cherche bien parce qu'en fait, vous agissez dans l'urgence, mais aussi pour le futur, pour en profondeur, etc. C'est intéressant comme démarche. Moi, ce qui m'avait beaucoup touché quand on t'avait rencontré la première fois, c'est le moment où tu expliquais que tes relations avec les victimes sont basées sur la confiance et tu ne leur extorques jamais d'aveu, entre guillemets, ou tu ne te sers jamais de ce qu'elle t'envoie. Et des fois, je pense que tu aurais pu solutionner plus vite certaines situations. Et tu le fais pas par respect justement pour elle. Contre leur accord, je le fais pas. Et ça, je pense que c'est super important à mettre en lumière, à repréciser. Une gamine qui est perdue, comme tu dis, elle a besoin elles ont besoin d'une aide, d'une accroche, de confiance. Ouais. Et c'est... Il y a certaines jeunes filles, je les ai rencontrées chez elles, j'étais dans leur chambre, enfin voilà, j'ai été assez proche d'elles. Quand sur le bureau, il y a un calepin avec tous les numéros de téléphone. Et que la jeune fille, elle te dit en plus, mais de toute façon j'ai tout noté, un jour je ferai, enfin voilà. Elle quitte la chambre, elle va aux toilettes. Le calepin, il est ouvert. C'est une façon, enfin voilà. Mais est-ce que j'ai le droit, moi, de profiter de ce moment-là pour l'utiliser ou pas? À un moment donné, non, parce que si je trahis sa confiance, le lien, il est important. Et pourtant, c'est pas l'envie qui manque, parce que quand tu vois les numéros de téléphone et que tu sais que c'est eux, voilà, c'est... Ouais. Je pense que tu vas pouvoir répondre à cette question. Ok, on a envie de parler de sport, on a envie de parler d'Occitanie. J'allais demander ça à Quentin. Il y a de la prostitution pour mineurs à Toulouse. Il y en a dans les quartiers. Enfin, tu parlais de la Croix-Falgarde, tu parlais de Balma. Enfin voilà, on veut parler d'Occitanie, il y a ça dont on ne se rend pas compte. Au niveau de la prévention, j'ai l'impression que c'est un peu bloqué au niveau des collèges-lycées. Là, on est sur une idée de prévention, mais moi je pars sur de la prévention des deux côtés en fait. Je pense que c'est important de prévenir les jeunes filles du risque avec les réseaux, avec les photos, enfin voilà, ce risque. Mais je crois qu'il faut aussi aller sur la prévention des garçons. Oui. Tu vois, il y a une double prévention. Moi, je me suis mise en contact avec... vous l'avez vu, ce film sur la justice restaurative? Non. Qui vient de sortir ou oui, pas? Au cinéma. Celui de Andra Bescon? Non, du tout. Ah, pardon. Non. La justice restaurative, en fait, c'est un protocole qui a été mis en place par les services d'insertion et de probation. En fait, tu prends des auteurs de certains faits et des victimes de mêmes faits. Mais c'est quelque chose qui existe. Ils ont fait le film, mais ça existe dans certains... Avec, il n'y a pas Leila Bekti dedans? Si. Ça les fait mûrir, ça les fait... Je sais pas, mais en tout cas, c'est une façon, tu vois, d'affronter les victimes et les auteurs. Que les victimes, ça leur permet de comprendre comment les auteurs voient les faits et vice-versa dans l'autre sens. Et bien en fait, avec cette conseillère d'insertion et de probation avec qui je suis en contact, elle est à la tête de ce réseau sur Toulouse. Et du coup, on s'est dit que ça pourrait être intéressant. J'en ai déjà un petit peu parlé brièvement à Sarah, mais comme elle arrive dans quelques jours, je suis impatiente de voir et puis on en reparlera tous ensemble. Mais en fait, ce serait de pouvoir demander au conseil départemental, puisque c'est eux qui gèrent une grande partie de ça, des accords de pouvoir faire ce même type de thématique avec des jeunes filles placées, donc des jeunes filles en carence, donc des futures entre guillemets prostituées, puisque c'est quand même, elles ont des signes avant-coureurs d'être facilement emprisables. Et ces jeunes garçons qui sont à peine à la majorité, qui sont suivis par exemple par la PJJ pour des petits délinquances, des petits délits, des petits délinquances juvéniles.
qui vont sûrement devenir ses futurs proxénètes quand on voit comment ça se passe. Avec les Pouvoir travailler en fait avec ces deux institutions et proposer des thématiques sur le consentement, le rapport au corps, que ces garçons en fait voient ces jeunes filles en carence comme des jeunes filles en souffrance et non pas comme des jeunes filles faciles. Et que comme des proies. Tu vois, et je pense que ça pourrait être une prévention intéressante. C'est une des grandes luttes féministes, de protéger nos filles et éduquons nos fils. C'est ça, oui. Mais je pense que ça pourrait être une prévention intéressante sans aller uniquement, tu vois, parce que quand je me suis renseignée pour faire de la prévention sur les établissements scolaires, la majorité de la réponse que j'ai eue, c'est « il n'y a pas de ça chez nous ». Je l'avais noté, c'est... Il n'y a pas de ça chez nous. Enfin, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça, tu vois, ça. Mais comme je dis, mais je ne vous dis pas qu'il y a des prostituées chez vous. Mais en tout cas, il y a des proches, sûrement. Parce que comme il y a des enjeux, voilà, et ça, il ne l'ancre pas, tu vois. Même la seule porte qui a été facile à ouvrir, c'est les accueils jeunesse. Mais pourquoi ? Parce que les accueils jeunesse, les accueils de quartier, les accueils jeunesse, c'est des associations. Ça dépend du milieu associatif. C'est des gens du terrain aussi. Et donc ça a été facile en fait de rentrer en contact avec eux, même les clubs de prévention. On va voir comment ça peut se dérouler avec eux parce qu'ils sont quand même assez fermés sur leurs accompagnements. Mais pouvoir communiquer avec eux, qu'eux puissent communiquer avec leurs jeunes. Mais je pense que la communication sur la problématique, elle est importante et il va falloir œuvrer tous ensemble. C'est un travail commun. Jennifer, moi ce que je vois avec nos ados oubliés, c'était là, dès le premier échange, il y a quelqu'un qui te contacte, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, tu es là, on a dit le prénom de ta vice-présidente ? Oui, Sarah. Sarah, ok, on peut dire le prénom. Vous allez être là pour eux, tu vas pas trahir la confiance, mais s'il y a besoin d'aller jusqu'au tribunal, tu iras jusqu'au tribunal. Tu fais du cas par cas. Donc pour moi, il y a un savoir-faire, enfin je parle comme je peux, désolé, mais il y a un savoir-faire que tu as via ton association et ça reflète notamment le savoir-faire que d'autres n'ont pas. Le vécu, le vécu, le savoir-faire, la compréhension. Qui peut être mieux placé que Jenny pour pouvoir aider ces personnes en détresse. Personne d'autre. Donc je fais un premier appel sur... vous allez en description de cette vidéo, il y a un lien Hello Asso, si vous voulez aider Jennifer, mais j'en reparle en conclusion. Ok. Il y a deux liens du coup, tu mettras les deux. Il y a pour aider... Je mets les liens que tu veux. Ouais, il y a le Hello Asso, mais on a aussi, dans le Hello Asso justement, il y a aussi le fait d'avoir besoin de personnes qui vont se sentir impliquées et qui vont nous aider à mener à bien nos actions, un besoin matériel, un besoin humain aussi. Et donc du coup on a la page des témoignages anonymes. Je pense que Sarah, peut-être elle te l'a envoyé ce flashcode, ou je te le ferai parvenir. On a fait un site internet sur lequel on aimerait recenser un maximum de témoignages, c'est complètement anonyme, mais de familles, de victimes, de professionnels ou autres, puisque en France le gouvernement il aime des chiffres. Et pour pouvoir monter le poids du chiffre de la problématique, on va avoir besoin de... Je mets les liens que tu veux. Ouais, je veux bien. Ok. Donc on voit ça ensemble. On voit ça ensemble. Est-ce que tu cherches aussi des gens pour venir t'aider dans l'assaut ? Bah oui, bien sûr. Comment ils font pour s'ils veulent venir t'aider ? Là, on a prévu d'ici quelques semaines de faire une réunion à la maison des associations justement et réunir un peu toutes les personnes, les membres, les adhérents ou les bénévoles, toutes les personnes impliquées pour essayer de voir les compétences de chacun et ce que chacun peut mettre en place et rediriger un petit peu les ordres de mission à toute personne intervenante. Pour l'instant, bien sûr, on ne peut parler que de bénévolat puisque l'association est assez jeune et les subventions ne courent pas les rues. Mais l'objectif, c'est quand même d'aider ces victimes et de voir par la suite jusqu'à quelle échelle on peut aller puisque l'association est nationale. Donc, D'accord. Et si là, demain, il y a quelqu'un qui regarde la vidéo, qui a envie de t'aider, il peut te contacter ou pas ? Bien sûr. Il doit me contacter. C'est important, ok. On va faire une petite pause publicité parce qu'on a Azedine qui doit partir, qui doit aller bosser. On va en profiter pour mettre une petite pub. Donc on est chez David Pratas qui nous accueille, qui sait quel épisode on fait, quel est le thème, et il nous a accueillis donc, dans son agence. David Pratas, hier, il était dans Chasseur d'appart. Il est passé à la télé encore. Donc si on veut un peu
rigoler, on peut voir un copain à la télé qui parle d'immobilier. Et il recrute. Donc il a 10 agences immobilières en Occitanie. Bon là on change de sujet et j'explique un petit peu la publicité, mais si vous vous intéressez à l'immobilier ou si vous êtes curieux, si vous êtes en recherche d'emploi, regardez cette pub et bientôt on mettra plus d'informations sur YouTube. Bonjour, je suis David Pratas des agences Avant-Garde Transactions. Si je fais cette vidéo aujourd'hui devant vous, c'est tout simplement pour lancer un appel au recrutement car je recrute sur toute l'Occitanie et si vous êtes un passionné comme moi, mais vous êtes le bienvenu. J'ai besoin de personnes quand même qui ont envie de réussir, qui ont envie de s'investir. Je n'ai pas forcément besoin de gens qui ont les dents longues ou des gens qui ont envie de se tuer au travail. Non, je veux des passionnés, des acharnés, des gens qui débordent d'envie et de passion. Donc, si tel est le cas, vous êtes les bienvenus chez Avant-Garde Transactions. Vous pouvez me contacter au 05 82 08 87 79 et là, nous allons pouvoir œuvrer, travailler ensemble, main dans la main et se faire plaisir.